15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission ensemble d'1 heure avec mon invitée, violoniste classique de renom, compositrice aux millions d'abonnés tous réseaux confondus. On ne parle que d'elle et tous les artistes l'encensent. Esther Abrami vient nous voir pour son concert le 23 novembre à l'Olympia. Elle est en tournée et la découverte de son album Woman. L'occasion comme toujours de découvrir notre invitée et ce en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Esther Abrami, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Je suis ravie de vous rencontrer et de vous faire découvrir à nos auditeurs pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Cette émission est assez particulière puisqu'elle tente de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Pour ce faire, on va commencer par le début, toujours le début. Esther Abrami, vous êtes née un 16 octobre à Aix-en-Provence. Vous êtes originaire du Tolonnais, un village situé à 2 pas d'Aix, avec des parents, je crois savoir, dans le textile. Vous allez nous le confirmer ou pas. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? J'ai eu une enfance très calme. On vivait à la campagne. Je suis une enfant assez solitaire. Je suis fille unique. J'ai toujours aimé être assez seule quand même et aimer le calme, les animaux, la nature. Donc oui, une enfance très calme. Est-ce que vous avez un souvenir d'enfance précis qui vous revient en parlant de cette enfance-là ? Je pense les moments que j'ai passés dehors à construire des cabanes avec mon papa et où je mettais mes chats. Mais oui, je passais de très bons moments. Ça fait de vous quel genre de petite fille ? Ça fait une petite fille qui était très timide, honnêtement. Pour qui, en fait, le fait de commencer le violon a vraiment permis de s'exprimer. Avant que le violon arrive, on va y aller tranquillement mais sûrement. Est-ce que vous avez d'autres passions ? Oui, j'ai d'autres passions. C'est difficile de trouver le temps, effectivement, mais je suis une très grande lectrice, j'aime beaucoup la littérature. Et après, j'aime beaucoup le sport aussi, je fais de l'équitation. Et puis l'art de manière générale et l'histoire. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver le temps. La mode aussi. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a la mode qui va arriver et on va voir que les deux vont aller ensemble. Votre découverte du violon, elle arrive quand vous avez 3 ans. Il y a une photo qui revient très souvent quand on regarde vos interviews. Est-ce que vous pouvez en parler à nos auditeurs pour ceux qui n'ont pas l'image ? Bien sûr, c'est une image de ma grand-mère qui tient son petit violon à elle, sur lequel elle avait débuté. En fait, elle essaie de me le faire tenir. C'est la première fois, donc elle me montre ce que c'est qu'un violon, qu'elle me fait découvrir. Et elle est derrière moi et elle essaye de me faire tenir le violon. Cette passion pour cet instrument ne va pas venir à ce moment-là, même si c'est la première fois, la découverte. Elle va venir plus tard. Oui. Est-ce que vous voulez bien nous raconter cela ? Oui, c'est vrai qu'il y a une première découverte à 3 ans, mais je pense qu'à 3 ans, on est encore quand même très petit. Je me rappelle du moment, mais c'est très vague. Le moment est venu plus clairement, on va dire, plusieurs années plus tard, quand j'avais 9 ans et j'ai demandé un cours de violon à mes parents. Et là, dès le premier cours, effectivement, j'ai vraiment ressenti quelque chose de très fort quand j'ai fait un premier son sur le violon, qui, comme je le disais, j'étais assez timide et j'ai eu vraiment l'impression que c'était ma voix qui pouvait passer à travers le violon. Et ça m'a créé quelque chose d'assez fort dans le corps à 9 ans et qui a fait que j'ai plus envie de le lâcher. Vous demandez ce cours de violon à vos parents, mais il y a un petit déclic qui va arriver par la musique klezmer, je crois savoir. Et je voulais comprendre pourquoi vous vous êtes dirigé vers le classique. Je pense qu'on commence vers le classique parce que quand on prend des cours de violon, quand on demande de prendre des cours de violon, ce qu'on nous apprend, évidemment, c'est la technique classique. Je suis rentrée au conservatoire et d'ailleurs, c'était drôle parce que quand j'étais au conservatoire, moi, ce que j'aimais souvent et ce que j'aime toujours, on me le dit toujours, c'est beaucoup bouger sur scène. Et c'est marrant parce que j'ai fait un concert à Aix-en-Provence récemment avec l'orchestre du Conservatoire d'Aix et mon ancien directeur, qui est encore directeur. Et je lui ai dit, moi j'aime beaucoup bouger sur scène, il faut de la place. Il m'a dit, oui, je sais, t'as toujours aimé ça, on le sait. Et c'est vrai que contrairement à
à d'autres musiciens classiques qui peuvent rester un peu plus stables, on va dire droit, droit, c'est vrai que c'est statique. l'idée qu'on s'en fait. Voilà, j'aime beaucoup bouger. Quand on me voit sur scène, je me promène littéralement sur scène, je bouge. J'aime aussi beaucoup utiliser ce qu'on entend dans la musique klezmer, c'est-à-dire des glissando, des portamentos, c'est-à-dire de lier en fait chaque note entre elles, d'utiliser du vibrato très très large, avoir un côté un peu slave comme ça, et souvent on me le reprochait d'ailleurs en disant bah non mais c'est pas la formation classique, faut pas que tu fasses ça, mais j'avoue que c'est vraiment ça en fait qui m'a fait vibrer. Après la musique classique, j'en suis aussi tombée amoureuse, donc je pense que c'est deux styles de musique que j'aime énormément, mais c'est sûr qu'encore aujourd'hui quand j'écoute de la musique klezmer, j'arrive pas à rester de marbre quoi, ça fait quelque chose en vous. Esther Abrami, vous l'avez dit, vous avez effectué de grandes études, des brillantes études, d'abord au Conservatoire d'Aix, dont vous sortez diplômée à l'âge de 13 ans seulement, la Chatham School of Music à Manchester, avant de sortir diplômée de la Royal School of Music à Londres à 21 ans. Vous allez étudier au Conservatoire Royal de Birmingham, vous en ressortez à 25 ans. Depuis, votre vie, et elle l'était déjà, est totalement consacrée au violon. C'est beaucoup de temps. Oui, ça prend beaucoup de temps. Je pense aussi qu'il y a plein de choses, même encore aujourd'hui. Alors déjà, le violon, c'est une pratique journalière, comme un sportif en fait, qui demande effectivement beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire que 4 heures dans la journée, déjà, les 4 premières heures de la journée, d'ailleurs pour moi en tout cas, c'est le matin, elles sont consacrées à l'instrument. De manière journalière. Des fois, quand c'est avant un concert important, ça double. Ça va jusqu'à 8 heures par jour. Ça prend déjà beaucoup de temps. En plus de ça, effectivement, quand on sort de l'école et de l'université, de ces écoles supérieures, il y a une carrière à gérer. Il n'y a pas seulement la pratique, il y a les réseaux sociaux qui prennent du temps. Il y a, comme on l'avait dit, un peu tout ce côté mode. Aujourd'hui, je compose aussi. J'écris un livre. Il y a plein de choses qui s'ajoutent et qui font que, effectivement, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices. Mais bon, le résultat, j'adore ce que je fais. Donc ça vaut la peine et on va le voir évidemment. Combien de temps il faut pour avoir un bon niveau pour quelqu'un qui voudrait s'y mettre maintenant ? Alors le violon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu ingrat au début, voilà. Et ça peut-être des fois un petit peu... il faut s'accrocher, je dirais, allez, pendant les 2 premiers mois. Déjà, il faut un petit peu s'accrocher. Mais je pense qu'au bout d'1 an, on peut déjà arriver à jouer des trucs... avoir quelque chose de correct. Je pense. Esther Abrami, vous l'avez dit, vous commencez à vous faire connaître notamment auprès du grand public avec votre musique il y a 5 ans. Et c'est grâce aussi aux réseaux sociaux. Comment vous décidez d'exploiter Internet, on va dire ça comme ça ? Alors, comment je décide en fait, c'est quand j'étais au Royal College of Music à Londres, j'ai vraiment eu un moment un peu de réalisation quand j'ai vu le type de gens qui venaient au concert. Et c'était vraiment une certaine classe sociale, un certain âge, et ça ne changeait pas. Et c'est quelque chose qui m'a déçue, parce que je trouve que... Et même quand je parlais de la musique classique à d'autres jeunes de mon âge, ils me regardaient un petit peu du style, mais non, on va pas écouter ça, c'est pas... Et je me dis, mais en fait, on a raté quelque chose, parce que cette musique, elle est incroyable, elle vous donne des frissons, peu importe l'âge. Et justement, au contraire, je trouve que aujourd'hui, chez les jeunes, avec tout ce côté où justement on est beaucoup sur les réseaux, on est très connectés, d'avoir un style de musique comme ça, sans parole, qui peut vraiment nous faire vibrer, c'est quelque chose d'important et je pense que tout le monde devrait et pourrait l'apprécier. Et c'est sincèrement ce que je pense. Et c'est un peu dans cette idée que j'ai commencé à poster sans vraiment trop y croire non plus. J'étais une des premières à le faire dans la musique classique, ça ne se faisait pas du tout. J'ai d'ailleurs été beaucoup critiquée pour l'avoir fait parce qu'on m'a dit que j'ai vulgarisé la musique classique, parce que je la rabaissais, voilà. Mais quand j'ai posté la première vidéo et que j'ai vu la réaction en fait de gens partout dans le monde et de jeunes évidemment aussi, parce que dans mes followers j'ai beaucoup, la plupart c'est des jeunes, je me dis mais en fait c'est incroyable, c'est une porte ouverte sur tout un... Je peux atteindre vraiment un public différent. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, après que j'ai été repérée par Sony, que j'ai été signée chez Sony, que j'ai sorti plusieurs albums. Mais c'est en utilisant ça. Et aujourd'hui, à mes concerts, je vois des jeunes et ça me fait vraiment plaisir. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose. Bien sûr, parce que c'est vous qui leur ouvrez cette porte. Vous dites aussi que cette musique, on ne s'en rend pas compte, mais finalement, elle est partout. Oui. Elle est dans les musiques de films, elle est omniprésente, mais on ne s'en rend pas forcément compte quand on est jeune. Oui, je pense qu'on a tendance à mettre une... Sinon,
on met une étiquette des fois dessus, mais on se rend pas compte en fait qu'on l'écoute à plein de moments. Quand on va au cinéma, on l'entend, que quand on joue à des jeux vidéo, des fois, justement, c'est une musique orchestrale, c'est une musique similaire à la musique classique, de la manière dont elle est écrite. Et c'est juste parce que des fois, elle va avoir l'étiquette musique classique que ça va en décourager certains, ce qui est quand même vraiment dommage. Esther Abrami, vous devenez la première musicienne classique à être nommée dans la catégorie superstar des réseaux sociaux au Global Awards. Je ne savais pas que ça existait, j'ai découvert grâce à vous. Vous comptabilisez aujourd'hui près de 400 000 followers sur Instagram, 450 000 et plus de 11 millions de likes sur TikTok. Comment vous vivez, vous qui n'avez même pas 30 ans, cette soudaine notoriété, mais pour laquelle vous avez mis du temps à arriver, c'est certain? Je pense qu'il n'y a rien... Enfin, je ne l'ai pas du tout senti comme quelque chose de soudain, en fait. Et je pense que c'est ça qui aide. Et même aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir vraiment... Enfin, j'ai commencé quand j'avais 9 ans et j'ai fait des sacrifices déjà quand j'avais 10, 11, 12 ans. Ça fait longtemps que je travaille et ça fait longtemps que j'ai ce rêve. Et ça n'a pas été du jour au lendemain... quelque chose qui s'est passé comme ça. J'ai vraiment eu l'impression que chaque jour j'avance, je fais un pas en avant et les choses avancent. Alors oui, aujourd'hui j'ai l'impression que les choses avancent plus vite, effectivement, mais j'ai toujours gardé les pieds sur terre parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine, c'est ce qu'on commence à comprendre. Vous avez dit que les femmes compositrices ne sont pas très présentes dans votre domaine. Vous avez donc décidé de commencer à composer. Et la première fois, c'est pour votre grand-mère. C'est un titre qui s'intitule Transmission. Il figure dans votre nouvel album Woman. C'est le dernier. C'est votre seule composition personnelle pour l'instant à notre connaissance. Parlez-nous d'abord de votre grand-mère avant de nous parler de cette pièce. Ma grand-mère, elle était violoniste et elle a fait le choix de s'arrêter, d'arrêter sa carrière quand elle s'est mariée. Et c'est vrai que ce morceau, j'ai voulu le dédier, donc il s'appelle Transmission, justement à la transmission de la musique qu'il y a eu entre ma grand-mère et moi, qui a d'ailleurs sauté une génération, qui a été une transmission naturelle et même pas... Ma grand-mère n'a jamais voulu ou m'a jamais poussée à être violoniste. Elle n'a jamais pensé qu'un jour je deviendrais violoniste du tout. Quand elle m'a fait essayer mon violon, c'est juste parce que je passais les vacances d'été chez elle, qu'elle savait plus comment m'occuper et qu'elle a sorti ce violon, mais à aucun moment elle pensait vraiment que ça allait aller par là. Et donc dans le morceau, j'ai voulu un petit peu prendre la toute première mélodie qu'on entend, c'est une première mélodie qu'on pourrait jouer quand on est enfant, et ensuite il y a tout un parcours pour montrer en fait le fait que voilà, ma grand-mère m'a transmis ça et que moi, à aucun moment et dans aucun cas de figure, j'abandonnerai cette carrière, quoi. Et vous voulez également transmettre cette passion à votre tour aux plus jeunes, peut-être comme ça s'est passé dans votre cas. Après un premier album éponyme suivi de cinéma qui était centré autour de musique de film, vous venez donc de sortir ce nouvel album intitulé Woman, 16 morceaux qui rendent hommage et mettent en lumière le talent exceptionnel de 14 compositrices remarquables. Comment vous les avez choisies ? Je les ai choisis par leur... évidemment par leur musique, c'est le premier choix bien sûr. Les musiques qui m'ont le plus touchée, les musiques qui m'ont le plus parlé, évidemment c'est personnel. Et ensuite c'était les histoires, parce que je trouve qu'il était très important quand même de pouvoir raconter des histoires quand on ne connaît pas la musique surtout. Et c'est ce que je fais pendant les concerts, et je sais que c'est très apprécié, c'est que je vais raconter l'histoire de chacune de ces compositrices, leur vie, et je trouve que pour beaucoup c'est tellement inspirant. Et encore aujourd'hui il y en a avec lesquelles moi j'ai pu même m'identifier des problèmes qu'elles ont eus en tant que femmes, je veux dire au 19e siècle, qui encore aujourd'hui peuvent se passer. Donc je trouve ça assez inspirant pour raconter même aux jeunes filles, aux petites filles, et surtout elles peuvent s'y identifier, parce que moi j'ai étudié que des compositeurs quand j'étais petite, quand j'étais jeune, à aucun moment on arrive à s'identifier. Quand on regarde une photo de Mozart, une photo de Beethoven, on étudie leur vie, on n'a rien en commun, enfin à part l'amour pour la musique, mais sinon on a du mal à s'y identifier, alors que si on étudie la vie de compositrices, et puis c'est des compositeurs incroyables, qui ont eu des vies incroyables aussi. Là, je pense que ça peut même peut-être donner envie à des filles, à des jeunes filles de composer. Est-ce qu'il y a une compositrice qui est plus chère à votre cœur que les autres, ou à laquelle en tout cas vous vous identifiez vous particulièrement pour une raison ? Je me suis beaucoup identifiée à Chiquinha Gonzaga, qui est une compositrice brésilienne.
et qui a eu beaucoup de courage à son époque, dans les années 1800 au Brésil, parce qu'elle a eu le courage de divorcer et de choisir justement sa carrière, alors que son mari lui a fait choisir, lui a dit c'est ta carrière ou moi. Et elle a choisi sa carrière. Ça n'a pas été facile parce qu'à l'époque, le divorce, c'était un scandale. Et se réussir après femme seule, célibataire, divorcée, ça a été très compliqué. Mais elle est devenue une des plus grandes compositrices du Brésil. Je trouve ça très inspirant. On est en train d'entendre un titre très connu que vous reprenez. Vous avez décidé de reprendre Miley Cyrus avec son titre Flowers. Pourquoi ce choix ? Alors c'est la petite touche pop de l'album. C'est un choix un petit peu personnel. C'est vrai que quand j'ai préparé cet album, j'étais en train de faire tous les arrangements, les compos, de mettre tout ça en place. Personnellement, je sortais d'une rupture et c'est vrai que j'ai beaucoup écouté cette chanson. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas le mettre dedans ? En fait, ça fait partie un petit peu du moment de création de cet album. Je trouvais que c'était quand même en alignement avec ça. Et ça faisait une femme moderne, quoi. On entend qu'on vous a demandé de choisir. Oui. Esther Abrami. Et vous avez choisi Le Rêve. Et vous avez bien fait. On va écouter un autre titre. Celui-ci s'explique aussi. C'est une histoire très particulière. Oui, c'est une histoire très touchante. C'est une composition de Ilse Weber, qui était donc une compositrice juive et qui a été arrêtée et emprisonnée à Theresienstadt avec son mari et qui a énormément composé là-bas parce qu'elle était infirmière, elle s'occupait des enfants et pour essayer de leur changer les idées, elle leur chantait des chansons qu'elle composait et quand les enfants dont elle s'occupait ont été envoyés à Auschwitz, elle s'est portée volontaire pour partir avec eux. Et ce morceau-là, qui s'appelle Vigala, qui est une berceuse, est un des derniers morceaux qu'elle leur a chanté à Auschwitz avant. Et elle est morte là-bas avec les enfants. Et quand son mari, ce qui est d'ailleurs magnifique parce que souvent j'ai parlé avant de Chiquinha Gonzaga, d'un mari qui en aucun cas l'a soutenue. Là on parle d'un mari qui, quand elle est partie à Auschwitz, a pris toute sa musique qu'elle avait écrite, l'a enterrée dans le camp de Theresienstadt en faisant un trou dans une petite maison à outils de jardin. Il travaillait comme jardinier là-bas. Et après la guerre, il est revenu, il est rentré, il a déterré la musique et il l'a ressortie, il l'a fait publier. Donc en fait, cette musique-là, moi je l'ai retranscrit, j'ai fait un arrangement, mais c'est vraiment un témoignage de quelqu'un qui a vécu tout ça et c'est tellement rare et tellement précieux. Et d'amour indéfectible, inconditionnel, c'est ce qu'on entend. En effet, c'est un très très beau morceau. Au cours de votre carrière, Esther Abrami, vous allez être invitée partout. Vous êtes produit sur scène dans le monde entier, comme au Stephansdom à Vienne, à la salle Cortot, l'ambassade de Grande-Bretagne, au siège de l'UNESCO à Paris et d'autres, bien sûr, d'autres endroits. Récemment encore, vous étiez au Parc des Princes pour la finale et la victoire du PSG le 2 juin dernier lors de la Ligue des Champions. On vous entend puisque c'est le morceau que vous interprétez sur scène. Plus de 8 millions, enfin presque 9 millions d'ailleurs de vues suite à votre prestation au Parc des Princes. Qu'est-ce que cela vous fait quand vous voyez que votre musique est entendue par non seulement un public que vous avez voulu conquérir, mais encore plus large aujourd'hui? C'est vrai, c'était incroyable et ça fait chaud au cœur. Et ça m'a fait chaud au cœur même d'avoir cette réaction du public quand j'étais dans le stade. Parce qu'honnêtement, avant de rentrer, je me suis dit, j'espère en fait qu'ils vont bien réagir. Parce que j'arrive, je suis passée après DJ Snake. C'est très dur. Enfin voilà, j'arrive, j'avais mon violon dans les mains. Je l'entendais dans le stade, lui, il mettait vraiment le feu stade. Moi j'avais juste mon violon. On entend le stade. Je dis mais qu'est-ce que je vais faire, juste moi et mon violon. Là j'arrive, je joue un morceau solo comme ça. Et si les gens n'aiment pas, si je me fais siffler, enfin, j'avais toutes ces pensées dans ma tête et je suis arrivée et en fait il y a un silence qui s'est fait. Après ils ont tous repris en chœur et en fait tout le monde m'a dit après, j'ai vraiment des retours en disant qu'il y avait eu une émotion, enfin ça avait vraiment amené, et je pense que c'est ça que ça fait le violon, c'est qu'il y a un côté, mais ça peut amener une émotion tellement forte et j'étais contente que ça ait pu les toucher. Et que ça ait rebondi de cette manière-là. Vous avez aussi récemment joué à la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Vous êtes actuellement en tournée, à travers le monde, en Chine. Vous serez au Royal Albert Hall le 20 octobre pour une prestation assez unique et vous serez sur la scène de l'Olympia pour la première fois le 23 novembre. C'est une salle où les plus grands
restaurants se sont produits. Est-ce que cela faisait partie du rêve et qu'est-ce que cela représente pour vous, cette salle-là, aujourd'hui ? Alors c'est marrant parce que l'Olympia, c'est pas une salle classique. Et donc, j'ai jamais pensé que j'allais jouer là, en fait. Et j'ai jamais même rêvé de jouer là. C'est assez drôle. Quand j'ai commencé à connaître un peu plus le monde même autre que du classique, là, ça m'a donné envie. Là, je me suis dit, l'année dernière, on avait fait la salle Gaveau, d'ailleurs, qui a été sold out. Je me suis dit, faut faire un step-up, c'est quoi ? Et c'est vrai que j'avais envie d'une salle pas forcément classique. L'Olympia, c'est autre chose. Mais je pense que d'arriver à faire un concert à l'Olympia et de ramener tout un public pour aller voir un concert de musique classique à l'Olympia, c'est un beau pari. Donc, j'espère que je prends évidemment des risques. Mais c'est quelque chose que je voulais accomplir. On va écouter encore ce titre en entier, très envie de l'écouter évidemment. Restez avec nous, on continue cette émission avec la violoniste et compositrice Esther Abrami pour son concert qui aura donc lieu le 23 novembre à l'Olympia. La découverte de son album aujourd'hui avec nous, Woman. Il y a une autre date à donner au Théâtre des Sablons à Neuilly le 13 janvier. Dans un instant, on poursuit cette émission avec la chronique musique de Fabien Martin, le billet du jour de Kevin Fall et le portrait de notre invité. Mais tout de suite, un peu de musique et ce sera le rappel des titres sur Radio J. Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, Benjamin Netanyahou s'est entretenu ce matin avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. L'objectif, discuter de Gaza et de la frappe à Doha. Benjamin Netanyahou assume l'entière responsabilité de l'opération contre le Hamas, dénonçant les critiques. Marco Rubio insiste, il n'y aura pas d'avenir pour Gaza tant que le Hamas n'est pas neutralisé et les otages libérés. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou reconnaît qu'Israël est de plus en plus isolé économiquement à cause de la guerre à Gaza et devra devenir plus autonome. Il pense qu'Israël peut surmonter cet isolement, mais il accuse l'arrivée massive de migrants musulmans en Europe d'avoir poussé certains gouvernements à adopter des positions anti-israéliennes et à annuler des accords de défense avec Israël. Israël qui devra faire face à de nouvelles séries de combats contre l'Iran, prévient le directeur du ministère de la Défense. Amir Baharm affirme que le ministère est en train de créer un conseil suprême de l'armement qui, selon lui, permettra à Israël d'accélérer considérablement sa préparation à des guerres avec l'Iran et à d'autres ennemis lointains. Hier, le haut responsable du Hamas, Taher al-Nunu, est réapparu pour la première fois depuis qu'il a été visé à Doha par une frappe israélienne. Dans une interview à Al Jazeera, il a accusé Benjamin Netanyahou d'avoir compromis les négociations sur les otages et a qualifié l'attaque de Doha de point de rupture, tout en menaçant de durcir la position du Hamas. Enfin, en France, le gouvernement de Sébastien Lecornu a pris son rendez-vous avec le Premier ministre. Sophie Binet appelle à amplifier la mobilisation du 18 septembre. Et merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Esther Abrami et mes chroniqueurs sur Radio J.
Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h-22h. Classico. Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Olmeta, Grégory Schneider. Ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend. Soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h sur Radio J. Radio J. Vos enfants ont 4 ans ou plus? Offrez-leur un judaïsme vivant, joyeux et égalitaire. Le Talmud Torah de Judaïsme en Mouvement, c'est plus de 500 enfants et 40 enseignants engagés. Les inscriptions sont ouvertes. Ne tardez pas, les places partent vite. Choisissez l'un de nos 4 centres, Beaugrenelle, Copernic, Montparnasse ou Nation. Filles et garçons y découvrent ensemble l'histoire, les fêtes et le sens du judaïsme. Inscrivez-les dès aujourd'hui sur judaïsmeenmouvement.org, judaïsmeenmouvement.org. La table du cœur, Shulchan Lev. Chaque midi, environ 100 personnes démunies y trouvent un repas chaud. Depuis près de 30 ans, ce sont chaque année 40 000 repas, 10 000 paniers de Shabbat. Le mercredi 17 septembre au Salon Hoche, participez à une soirée exceptionnelle au profit de la table du cœur. Réservation au 06 03 59 41 97. Mercredi 17 septembre, soutenez Shulchan Lev. La table du cœur, la seule cantine sociale cachère de Paris. latableducoeur.org. Shana Tova Umetuka. En ce début d'année, les secouristes du Magen David Adom vous adressent leurs vœux les plus chaleureux de santé, de paix et de sérénité. Votre soutien sauve des vies chaque jour en Israël. Pour que nous puissions continuer notre mission sacrée, nous avons besoin de vous. Faites un don, offrez la vie. MDA-France.org. MDA-France.org. MDA France, Association au service de la vie. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, la violoniste et compositrice Esther Abrami pour son concert le 23 novembre à l'Olympia et la découverte de son album Woman. On parlera musique dans un instant avec Fabien Martin, mais encore quelques questions à vous poser Esther Abrami, puisque en parallèle de votre musique, vous avez aussi connu le succès avec un podcast international, Woman in Classical. Et d'ailleurs, on peut retrouver ces discussions à bâton rompu avec des compositrices classiques sur votre YouTube. Vous y parlez notamment du sexisme dans votre milieu et j'aimerais entendre un petit mot de vous là-dessus. C'est vrai que ce podcast a été créé, je l'ai créé, en fait, pour essayer de construire une communauté de femmes dans le monde de la musique classique. Quand j'ai été... En fait, on m'a toujours dit, dans le monde de la musique classique, s'il y a une autre fille qui joue aussi du violon, c'est directement ta compétition. Et j'ai vraiment grandi là-dedans, en fait. Et c'est bien plus tard que j'ai compris, en fait, qu'il y avait une autre manière de faire. Et qu'en plus... Il y a des choses qui se passaient, des choses des fois que ce soit dans des répétitions, des choses taboues, des fois dont on ne parlait pas, où en tant que femme, on n'en parlait même pas entre nous en fait. Et je trouvais ça vraiment, vraiment dommage parce que je pense que pour faire avancer les choses, la première chose à faire, c'est d'en parler. Donc la création de ce podcast a été faite vraiment au départ juste pour avoir un endroit où échanger et aussi avoir vraiment une communauté en fait avec d'autres femmes dans le milieu. Vous parlez de ce qu'on ne dit pas forcément. Est-ce que depuis, vous constatez que les langues se délient dans votre milieu ? Oui, de partout, je pense, de manière générale, dans la société, les langues se délient, donc évidemment dans le milieu de la musique aussi. Mais c'est vrai que, de toute façon, dans les milieux artistiques, il y a toujours des choses où c'est pas toujours facile d'en parler. Les choses avancent, les choses progressent, mais il y a encore des progrès à faire. Dans votre cas, vous disiez tout à l'heure être très intéressé par la mode. On vous voit sur scène. D'ailleurs, vous êtes égérie pour quelques marques. Sur scène, toujours très bien habillée. Est-ce que vos tenues font aussi débat ? Oui. Pourquoi ? C'est une bonne question. En 2025, c'est une vraie question. Ça fait toujours débat, effectivement. Et c'est toujours un sujet assez complexe. Je me suis demandé, parce que c'est vrai qu'on va voir d'autres concerts de pop, au contraire, maintenant, les femmes s'habillent vraiment avec... quand on voit Dua Lipa, quand on voit Beyoncé, et c'est vrai que dans la musique classique, on s'attend toujours quand même à mettre des robes longues, des choses pas... Et j'ai du mal à comprendre pourquoi on a du mal à évoluer là-dessus. Et rien que le fait que je mette des talons des fois et des jupes qui m'arrivent jusqu'aux chevilles, ça fait effectivement beaucoup de...
j'ai beaucoup de commentaires des fois là-dessus. Après, voilà, j'ai décidé de passer outre et d'assumer ça complètement. Mais c'est sûr que ça fait encore débat. Je me demande pourquoi. Mais peut-être aussi parce que c'est un milieu qui a été longtemps très conservateur et que vous essayez de le démocratiser. Je pense que c'est un milieu qui est assez conservateur et je pense que c'est un milieu aussi où, en fait, comme on est interprète, il y a un petit peu cette discussion de on doit livrer un message et on doit délivrer en fait la musique du compositeur et donc on ne devrait pas nous se mettre en avant. Et je pense que, voilà, bon, pour moi, je trouve ça discutable. Mais... Vous faites le bon choix, Esther Abrami. Je me permets cette petite note personnelle. Aujourd'hui encore, vous transformez l'essai avec un nouveau podcast intitulé Esther et elle. Vous avez parlé de pop, peut-être parce que vous avez envie de vous mélanger à ces artistes pop-là. En quoi consistent ces échanges avec notamment Joy Jonathan, Barbara Pravi ou Marie Saint-Filtre ? L'idée c'est vrai que c'est une autre version un peu de Women Classical, donc maintenant en français. Et l'idée, c'était de pas seulement interviewer des femmes dans la musique classique, ça je l'ai fait, c'est génial, mais d'ouvrir ça effectivement aux femmes qui sont sur scène pour avoir des profils un peu plus différents aussi, parce que c'est vrai que dans le monde de la musique classique, c'est quand même un petit monde. Est-ce que c'est dur de trouver des compositrices françaises ? C'est pas facile, il y en a pas beaucoup. Et de manière générale, même des compositrices de musique classique, ça court pas les rues. Depuis la rentrée, vous êtes devenue chroniqueuse hebdomadaire sur Radio Classique, je voulais quand même le dire, pour faire découvrir vos lieux mythiques. Si vous pouviez en choisir 3, lesquels et pourquoi ? Alors 3, on a parlé du Stade du Parc des Princes, donc je vais le choisir parce que ça, niveau lieu mythique, c'était dans les lieux dans lesquels je ne pensais jamais jouer. Voilà, il est sur la liste. Dans un avion. C'était assez drôle cette histoire où je me suis mise à jouer pour les passagers dans l'avion. Et puis aller un 3e, le Royal Albert Hall. Ça a été toujours un rêve pour moi de jouer là-bas. La première fois que j'ai joué, j'avais du mal à y croire, quoi. Et vous y serez bientôt. Et j'y serai de retour bientôt. Le 20 octobre. Le 20 octobre. Ouais. C'est tout. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus ? Honnêtement, Esther Abrami, vous êtes sur une pente ascendante, comme on dit. J'ai envie de faire de plus en plus de compositions. Vous avez mentionné le fait qu'il y avait transmission, une première composition. L'idée, c'est d'en avoir de plus en plus. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On a parlé musique et on continue avec Fabien Martin qui nous parle de ses choix aujourd'hui. Et bonjour Fabien. Bonjour Cyrielle, bonjour Esther. Esther, vous êtes la preuve vivante qu'on peut tout à la fois être classique et moderne, artiste solo et ouverte sur le monde, grave et légère. Qu'on peut passer de Schubert à Miley Cyrus avec la même joie, la même passion, et de Gustave Mahler à Astor Piazzolla avec la même dextérité. C'est votre identité musicale. Vous pourriez vous contenter d'être une violoniste virtuose, mais vous avez l'intelligence d'offrir aux jeunes générations une nouvelle image de votre instrument, de fabriquer des passerelles et de faire tomber les barrières. Merci. Tout ça me donne furieusement envie de passer en revue quelques titres emblématiques de la pop musique dans lesquels le violon ou plus généralement les cordes tiennent une place prépondérante. C'est parti pour un top 5 totalement subjectif. Eleanor Rigby marque un véritable pas de côté dans l'œuvre des Beatles. C'est le seul titre où aucun membre du groupe ne joue d'un instrument. Et ça, c'est tout bonnement révolutionnaire pour l'époque, notamment pour un groupe habitué à évoluer au milieu des amplis et des guitares électriques. C'est leur producteur George Martin qui propose ce pari audacieux, rien que des cordes, en l'occurrence à double quatuor, 4 violons, 2 altos, 2 violoncelles. Afin de créer un climat sous tension, lui et Paul McCartney voulaient un jeu sec, nerveux, sans aucun vibrato, à la grande surprise des musiciens recrutés pour l'occasion. Eleanor Rigby, c'est tout d'abord l'histoire d'une femme seule, anonyme, presque invisible, alors aucune raison d'y mettre le moindre romantisme. Les arrangements qui peuvent rappeler les quatuors de Schubert ou de Ravel laissent tout l'espace nécessaire à la voix de Paul McCartney. Un requiem de poche, minimal, bouleversant, qui nous donne l'impression de voir le costume trop grand dans lequel flotte le personnage d'Eleanor Rigby. Et voici Bachelorette de Björk, une chanson particulièrement marquante de la fin des années 90, mêlant habilement orchestre de chambre et batterie électro. L'organique et la technologie, c'est le mélange dont elle s'est fait la spécialiste. Les cordes sont bien sûr le personnage principal de cette chanson, ce sont de véritables montagnes russes, ou plutôt des geysers islandais, dignes de la chevauchée des Valkyries de Wagner. Elles permettent surtout à Björk de créer une collision entre les époques, entre ses sentiments, par une sorte d'opéra moderne qui tiendrait sur 3 minutes 30.
En 2004 sort le premier album d'un groupe de rock canadien qui nous a tous retournés, Arcade Fire. Premier album, Funerals. Ils ont écrit des morceaux devenus parmi les hymnes les plus emblématiques de l'histoire du rock. Et la présence du violon solo, comme dans cet extrait de Rebellions, n'y est pas pour rien. 20 ans après, ces titres n'ont rien perdu de leur puissance. En France, on pourrait citer Louise Attaque ou Dionysos, des groupes où le violon est très présent, mais je préfère vous parler d'un immense talent qui balance entre deux mondes et qui s'appelle William Sheller. Étude d'écriture classique, d'harmonie, de contrepoint, ces arrangements de cordes sont reconnaissables entre mille. Bercé par le rock'n'roll et la musique celtique, personne d'autre n'a su mélanger la chanson pop moderne et la musique classique avec autant de goût et de savoir-faire. Inspiré par Handel, Purcell et toute la période baroque, il commence à écrire Moon Dawn comme une œuvre classique, avant finalement d'y ajouter un texte, une voix, une batterie, puis un solo de guitare électrique. C'est prodigieux. Et pour finir, un outrage en bonne et due forme qui va m'attirer les foudres de tous les spécialistes et probablement signer mon renvoi de l'émission. Pourtant, on parle ici d'un des plus beaux titres de Stevie Wonder, Village Ghettoland. Rappelez-vous Eleanor Rigby. Rien que la voix et un orchestre à cordes, sauf que, vous l'aurez deviné, ici ce ne sont pas des vraies cordes, mais un son joué avec un synthétiseur analogique. Un Yamaha pesant près d'1 tonne équivalent à l'époque près de $60,000. Évidemment, une bouchée de pain à côté d'un Stradivarius. Stevie n'a évidemment pas cherché à imiter une véritable formation, et pourtant c'est écrit comme pour un orchestre de chambre, et ce mélange de mouvements et d'écriture classique d'un côté, et d'un son artificiel de l'autre, donne toute sa singularité à ce chef-d'œuvre. Alors, c'est réussi ou pas ? Vous en dites quoi ? On va certainement pas vous virer pour Stevie Wonder, en tout cas pas moi, Fabien Martin. Est-ce que du coup vous lui en voulez, vous Absolument pas. Je trouve que c'est un très bon choix. J'ai une question à vous poser. Pour vous, le violoniste le plus virtuose de tous les temps, ce serait qui ? C'est une bonne question parce que le plus virtuose, je dirais Heifetz, Jascha Heifetz. Il est plus là. Mais c'est vrai que pour moi, en tout cas, par exemple, mon violoniste préféré, c'est Yehudi Menuhin. Et je pense pas que ce soit le plus virtuose. Mais en tout cas, c'est celui qui m'amène le plus d'émotions. Et pour moi, c'est surtout ça qui compte. En effet, je suis bien d'accord avec vous. On va vous en procurer des émotions avec tout de suite Kevin Fall sur Radio J. Le billet du jour. Bonjour Kevin Fall. Bonjour à tous. Incroyable travail de précision, de détail et de justesse sérielle aujourd'hui. Et Psha, le nouveau rouge à lèvres. J'ai peur. D'ailleurs, quelques mots sur l'invité. Catherine Lara, bonjour. J'en étais sûre. C'était très, très facile, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Esther Abrami, bonjour. Si vous cherchiez votre fan creepy, c'est moi. Je suis là. Je vais tout balancer. Non, c'est moi lui qui je vais m'a tout dit. balancer. Ah, ok. T'inquiète. Je dis rien. Ne vous inquiétez pas, on se vous voit, pardon. Sachez que je suis un relationship unilatéral avec vous. Même parfois je vous déteste. Parce que vous ne rebouchez pas le dentifrice. Et puis, pourquoi vous vous donnez un spectacle, mademoiselle Abrami ? À quoi bon jouer le concerto en ré mineur de Félix Sounet ? Version Yehudi Menuhin, bien sûr, vous venez de le dire. Pieds nus, debout sur votre lit. Bref, c'est un amour-haine où moi j'aime et je me hais à la fois. J'arrête, ça devient très très gênant. Par contre, je vous dois vraiment la vérité. Il y a un mois, j'ai envoyé un message audio à Cyrielle qui déteste les voice notes de 12 minutes en lui demandant si elle vous connaissait pour vous inviter. Elle me dit non. J'ai vaguement entendu parler d'elle. Et bam, dans ta bouille, Sissi l'impératrice. Est-ce que Madame Abrami, ici présente, mérite un vaguement ? Jamais de la vie, mais depuis, je me suis rattrapée. Attendez, vous rigolez ou quoi ? Ouais, c'est vrai. Il n'y a rien de vague. D'ailleurs, on va faire une petite interrogation surprise en off parce que j'ai quelques notes tatouées sur le bras. On va voir si vous reconnaissez ce que c'est. Il y a du violon dedans en plus. Bref, je balance sur Cyrielle. Je pense que je vais me faire virer avant Noël. Noël. Chazve Shalom. Sur l'antenne de Radio J, on dit Hanouka.
Bref, je vous ai apporté des gâteaux, Cyrielle, cette fois-ci. Ça va rattraper, je vous je dirai la continue semaine pub. prochaine. Je continue la pub pour Madame Fall, bien évidemment, en pâtisserie à Casablanca, située au 63 rue Jaber Ibn Hayyan. Mais par contre, les gâteaux, ça va aller aujourd'hui chez Esther, désolé. Aujourd'hui, d'ailleurs, en parlant de gâteaux, est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions Pour peu cette rentrée de septembre. Tout à fait. Oui. C'est vrai ? Oui. Vous faites du sport ? Non. Ah, ok. Esther, vous faites du sport ? Oui. Quel sport ? Je fais du pilates. Ah putain, magnifique. C'était la bonne Je réponse. crois qu'il De toute le façon, savait. C'était obligé. On va faire un petit tour d'horizon d'ailleurs des sports en vogue en cette rentrée depuis quelques années qui commence à être un petit peu chelou. Le paddle, bien évidemment, tout le monde commence à en parler. Moi, ça fait depuis 2020 que je voue une espèce d'une détestation absolue pour cette secte. D'ailleurs, j'ai un pote hier, il m'appelle super fier, il se reconnaîtra d'ailleurs. Il me dit j'ai un paddle à 10h. Après, je vais voir un tournoi de paddle, parce qu'il y avait un tournoi de paddle hier à Roland-Garros. Puis, il a refait un paddle à 17h. Tout ça pour lamentablement se terminer dans un restaurant tunisien connu à Paris. C'est Cyril Hanouna dont vous parlez là. Pas du tout. Non, je suis pas encore pote avec lui. Ça va bien. Et le mec s'est fini avec une loubia et des fritures. Mais des fritures, mais alors, laisse tomber. Le mec a terminé en brûlure. Deuxième sport un peu chelou, le Ironman. Qui se lève d'ailleurs un matin en se disant je vais d'abord nager 3 km 8. Ah oui. Avec mes bras de Robocop, puis je vais me jeter sur le sable tel un soldat américain Oui, c'est en un marathon 44, ça. Oui. pas la pointure, l'année, abruti, prendre un vélo, rouler 180 km, tout est vrai, hein, c'est vérifié, et enchaîner tranquillement sur une petite bière. Ah, pardon, on me dit un marathon. Ça termine avec un vrai marathon, oui, donc ça. 42,195 km. Moi, personnellement, le matin, quand je me frotte le dos sous la douche, j'ai mal. J'ai mal partout, dans tout. À l'arcade, au dos, de manière aléatoire. Le marathon, pour le coup, c'est devenu hyper mainstream en 2025. T'invites un pote qui fait du marathon, un apéro, il te répond non, je me nourris de protes lyophilisées depuis 34 jours. J'avale du jus de quinoa en conserve sans respirer. Je mange la peau des bananes dans mon sommeil. Et je me couche à 16h08. Mais c'est vraiment, il y a des mecs qui mangent vraiment de la peau de banane et des protes, c'est l'enfer. Le crossfit. Est-ce que vous connaissez ce savant mélange entre gymnastique, haltérophilie et crise cardiaque? Et la vraie devise, en vrai, la vraie devise du crossfit, c'est nous n'utilisons pas de machine, car c'est vous la machine. Alors, je suis hyper jaloux parce que savoir faire des pompes sur un auriculaire en tirant une corde en fer avec mes dents, je peux pas. Mais pour ma part, je lance des cours de Psylate. Ah oui. Ça consiste en quoi? À faire du Pilate réformeur. Déjà, vous faites du Pilate réformeur? Oui. Avec la machine? Oui, On avec la dirait qu'on a mis machine. de la vaseline sur une planche de surf et on dit vas-y, surf. Ce qui est hyper drôle dans tout ça, c'est que malheureusement, je me suis mis pour de bon en premier degré au Pilate, pour le coup, pour de bon. Et il m'est arrivé un truc extraordinaire à Paris, il y a 2 semaines. Je suis allé au cours de Pilate. Le monsieur, il me dit, il n'y a plus de réformeurs classiques, c'est réformeurs militaires. J'ai dit, ok, vas-y, je vais. Le mec commence à faire des trucs incroyables. Moi, j'avais fait 2 cours de Pilate à la base. Et là, à un moment donné, je suis très timide, en vrai. Et je commence à me sentir mal. Je sais que je vais tomber dans les pommes, vraiment. Et j'ose pas demander de l'aide. Et je demande pas d'aide. Et donc, du coup, je fais une crise de panique. Mon Dieu. Pour de bon. Donc, j'ai dit, je me retrouve à l'hôpital militaire de Neuilly. C'est plus le Pilate qui est militaire. Et je me suis retrouvé en position de PLS, tout seul, enfin bref, catastrophique. Il y avait 12 meufs. Il n'y en a pas une qui m'a demandé si j'étais décédé ou pas. C'est dégueulasse. Il n'y a que le prof, le pauvre, qui avait une petite larmichette. Donc le Psylate, tu fais du Pilate et en même temps, tu parles à quelqu'un. Ça coûte 800 balles, il y a des frais de nettoyage, etc. Mais en gros, tu renforces tes fessiers et en même temps, tu racontes ta vie totalement ratée. Voilà. Écoutez, c'est très tentant, mais je pense qu'avec cet instrument de torture, ça va être très compliqué de raconter sa vie, non? Oui, tout à fait. Petit peu. Non, c'est faisable. Donc on peut le faire avant ou après?
Absolument. Très Les bonne pendants, idée. c'est plus drôle. Merci beaucoup, Kevin Merci, Fall. On vous reçoit Cyrielle. 2 fois à 3 fois par mois en alternance avec C'est Adèle beaucoup trop. Salomon pour la chronique. Le billet du jour, merci. Vous êtes venu de Casa, je tiens à dire, quand même. Oui, alors Ça- je vais ça se rebondir stipule. là-dessus. Je suis venu de Casa. On a la radio, donc ça se voit pas, mais j'ai un t-shirt, il y a marqué Casa Comedy Club. Je continue à faire de la pub pour les raisons qu'on sait. Et du coup, je lance bientôt un comedy club à Casa. Et voilà. Et je vais inviter. Et vous allez produire Esther Abrami à Casa. Absolument. Voilà, c'est lancé. Très bien. Merci beaucoup, Kevin Fall. À très vite sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, Esther Abrami, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. C'est donc votre portrait vu par Christian Richaume. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Esther. Bonjour. Alors durant cette émission, j'ai essayé de prendre quelques notes Très bien. et d'en faire une mélodie, et en choisissant le bon ton, même si j'ai pas fait mes gammes, vous pourrez m'excuser. Alors vous êtes un bouquet d'énergie avec cet album Woman, et puis on a eu l'interprétation de Flower pour se jeter des fleurs. Alors j'ai écouté ma petite musique à l'intérieur, et puis elle m'a dit fais classique. Alors je vais vous faire un portrait sous forme de fleurs. La première fleur, c'est la violette, parce qu'elle symbolise la modestie et les racines profondes. On a cette petite fille qui est née à la campagne, qui est calme, qui est solitaire, qui fait une cabane avec son papa pour ses chats. Cette petite fille qui aime la nature, qui aime les animaux, mais qui s'ennuie très vite et qui a peut-être peur du vide. Alors elle est hyperactive, elle fait plein de choses. La deuxième fleur que l'on vous propose, c'est la rose, parce qu'elle symbolise la passion et la révélation au monde. En fait, votre passion, c'est le violon, dès 9 ans. Et là, vous rentrez en couple, avec un instrument qui peut-être est plus vieux que nous. Ça demande beaucoup de sacrifices, ce couple, beaucoup de travail, avec peu de vie sociale. On se lève tôt, on travaille, on se sacrifie, on voyage, on va dans d'autres écoles. Et puis arrive le succès, la révélation de ce travail, ces scènes, ces interprétations, ces albums, et vous innovez. Et en fait, pour être confronté, après très longtemps, au regard des autres. Alors, vous avez aussi d'autres passions, comme l'art, comme l'équitation, la mode, mais votre voix passe à travers le violon. La troisième fleur, c'est le tournesol, parce qu'on est tourné vers la lumière et que ça donne du sens. Parce que grâce à votre instrument, grâce à votre façon de vous exprimer, vous pouvez faire des actes de réparation. Vous pouvez faire de la justice symbolique. Vous pouvez réparer des oublis. Faire que le passé puisse ressortir, être plus juste, sortir des femmes de l'ombre et les mettre à la lumière. Et puis changer. C'est un joli lapsus. Et de changer les codes, que ce soit par le public ou par son code vestimentaire. La dernière fleur que je vous propose, c'est le lys blanc. Parce que ça évoque la pureté et l'hommage. Vous êtes dans la transmission, dans le rôle de passage, du passé vers l'avenir. Si on nous demande une compositrice actuelle, maintenant on peut vous citer. Et puis, vous donnez du sens, vous permettez de relier les générations. Parce que vous aimez communiquer, vous aimez partager, vous aimez agir. Peut-être qu'il y a ce côté mélancolique derrière ce sourire. Mais il y a la recherche de quelque chose de profond. Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui de vous sur Radio J ? On a vu que c'est pas seulement du violon. C'est un lien entre les générations, une transmission. La redécouverte de la musique, de notre histoire, avec des femmes. Ce n'est pas que faire vibrer des cordes, mais nous faire vibrer nos sens, nos pensées, notre mémoire, nos cœurs. Vous êtes une femme passionnée, engagée et volontaire. Et puis vous nous offrez un bouquet d'émotions qui ne se fanent pas. Et avec vous, on repart avec l'âme parfumée et une petite musique dans le cœur. Merci beaucoup, Magnifique. Christian Richaume. Très touchée. C'est notre psychanalyse que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. C'était tout à fait à votre image, je trouve, Esther Abrami. Ouais, spot on. Coups humains. Merci beaucoup, Christian, et on se dit à jeudi, évidemment, sur Radio J. À jeudi. À jeudi. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen.
C'est la fin de cette émission avec vous, la violoniste et compositrice Esther Abrami. Pour et la découverte de votre album Woman, vous serez en tournée, notamment en concert le 23 novembre à l'Olympia. On vous retrouve le 13 janvier au Théâtre des Sablons à Neuilly. Merci pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient, vous dites ce que vous voulez. Non, merci pour ce moment de partage. C'était un bon moment. J'étais ravie de revenir même sur un peu mes racines et sur mon enfance. Comme ça, il y avait des questions qu'on ne pose pas tout le temps. Et ça fait plaisir d'en parler. Merci beaucoup Esther Abrami à la réalisation audio et vidéo. Aujourd'hui, Benjamin Arnaud et Ethan Anoukhaïev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec la comédienne Alexandra Vandernoot pour la pièce Amour, gloire et secret au Théâtre de Passy. En attendant, dans un instant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati, suivi du journal sur Radio J juste avant. Mais maintenant, en place à la musique. Merci à toutes et à tous.